Bonjour à tous. Ah oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette session consacrée à la correction de la non-réponse. Alors, il nous manque encore un intervenant, mais il intervient en troisième, donc c'est bon. On va commencer juste à l'heure. Donc, il y a 4 présentations aujourd'hui. Je fais un bref aperçu de comment la séance va se dérouler, puisqu'il y aura une intervention qui sera conjointe avec, et donc dont l'ordre sera changé. Donc Aurélien va nous parler de la correction de la non-réponse totale par repondération dans le cadre d'un contexte multimode. L'idée, c'est de réfléchir à comment intégrer le mode de collecte qui n'est pas a priori connu pour l'ensemble des enquêtés. Et il nous proposera différentes méthodes pour faire une correction de la non-réponse totale et dont les performances seront évaluées par simulation. Puis Flore, qui devait intervenir en troisième, prendra le relais et vous présentera la mise en œuvre de ces différentes méthodes et leur performance dans le cadre de l'enquête nationale logement 2023-2024. Donc sa première présentation durera 20 minutes, c'est ça, et la seconde 10 minutes. Normalement, ensuite, Emmanuel Gros présentera le travail de Caleb Larby, qui ne pouvait pas être là, sur à nouveau la correction de la non-réponse totale, mais cette fois-ci lorsqu'on utilise 2 lots, un lot multimode séquentiel et un lot monomode classique. Et l'idée, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on doit combiner ces différents lots pour accroître la précision en corrigeant la non-réponse totale. Et enfin, Laurent Duvernay nous parlera un petit peu aussi de non-réponse, puisqu'il s'agit d'estimer les fraudes aux escroqueries, mais en concluant qu'il n'aura pas de problème a priori de non-réponse non ignorable, il reviendra surtout sur la pertinence du calcul de l'intervalle de confiance d'un montant total, lorsque la distribution est particulièrement asymétrique. Donc je laisse la parole à Aurélien. Bien, bonjour à tous. Alors, ce matin, je vais vous présenter des méthodes de correction de la non-réponse dans un contexte multimode séquentiel et le test de ces différentes méthodes par simulation. Donc, c'est les travaux qui ont été réalisés au DMS. Alors tout d'abord, dans quel contexte on se place? Donc c'est le contexte du développement des enquêtes suivant un protocole multimode dans la statistique publique, avec par exemple l'enquête logement 2023-2024, dont on vous parlera plus en détail Flore par la suite, qui suit un protocole multimode séquentiel Internet, téléphone face à face. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment corriger de la non-réponse dans les enquêtes multimode. Alors déjà, faisons quelques rappels sur comment habituellement on corrige la non-réponse dans les enquêtes. Donc quand on veut estimer le total d'une variable y au sein d'une population U, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne d'abord un échantillon aléatoire S sous un certain plan de sondage pi qui définit des probabilités d'inclusion individuelle pk. Et ensuite, on modélise la non-réponse comme une deuxième phase de tirage. Et donc si on a pk la probabilité qu'un individu k d'être répondant s'il fait partie de l'échantillon S, on a l'estimateur somme sur les répondants des YK sur pk qui est un estimateur sans biais du total de Y. Alors comme le pk est pas connu, c'est le fruit d'une modélisation, ce qu'on calcule plutôt c'est cet estimateur là, où pk chapeau pk est remplacé par un estimateur pk chapeau. Donc ça va être notre estimateur corrigé de la non-réponse, et on sait qu'il est asymptotiquement sans biais si les pk chapeaux sont des estimateurs convergents des pk. Et en pratique, donc pour estimer les pk, ce qu'on fait par exemple, c'est sélectionner des variables auxiliaires x corrélées à la fois à la variable d'intérêt et aux probabilités de réponse, qui sont disponibles à la fois sur les répondants et les non-répondants, et estimer donc les probabilités pk chapeau par une régression logistique. Et ensuite, on fait une étape supplémentaire que je ne détaille pas ici, qui est la construction de groupes de réponses homogènes. Et enfin, pour terminer cette introduction, quelques rappels sur ce qu'on appelle la non-réponse non ignorable, ou endogène. C'est lorsque le comportement de réponse des individus, donc leur probabilité de réponse, ne dépend pas exclusivement de variables auxiliaires x qu'on peut modéliser pour la correction de la non-réponse, mais que même conditionnellement à ces variables x, la variable d'intérêt y continue de jouer un rôle dans la probabilité de réponse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une situation de non-réponse non ignorable ou endogène, et c'est susceptible d'introduire du biais dans les estimations. En général, on suppose que ce biais est négligeable parce qu'on a des bons taux de réponse et de par les étapes de correction de la non-réponse et de calage qu'on met en œuvre.
mais on verra par la suite que dans les méthodes que je vais présenter, l'idée c'est aussi de voir est-ce qu'on peut dans certains cas relâcher cette hypothèse pour certaines méthodes, ce qui sera le cas, mais à condition d'introduire d'autres hypothèses assez similaires. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, ici on va se placer dans le cadre d'une enquête multimode séquentielle. On a deux modes de collecte, donc le premier mode qui sera Internet et le deuxième mode qui sera le téléphone. Au niveau des notations, on notera S l'échantillon d'individus qui ont été sélectionnés pour répondre à l'enquête, R l'ensemble des répondants, donc il y a un sous-ensemble de S, R1 ce sera les répondants Internet, RTEL les répondants téléphone, NR1 l'ensemble des non-répondants Internet, et NR l'ensemble des non-répondants globaux. Et donc S, l'échantillon initial, on peut le voir de deux manières qu'on utilisera par la suite. On peut le voir comme l'union des répondants et des non-répondants, où les répondants se subdivisent eux-mêmes en répondants Internet et répondants téléphone. Ou on peut le voir comme l'union des répondants Internet et des non-répondants Internet, où les non-répondants Internet se subdivisent eux-mêmes en répondants téléphone et non-répondants. Et pour finir avec les notations, pK, donc ce sera la probabilité de faire partie de l'échantillon qui est fixée par le plan de sondage. PK1, ce sera la probabilité qu'a l'individu PK d'être répondant Internet s'il fait partie de l'échantillon S. PK-tel, sachant 1 de barre, ce sera sa probabilité d'être répondant téléphone sachant qu'il n'a pas répondu par Internet. Et PKR, ce sera la probabilité d'être répondant au global. Et donc, après avoir introduit toutes ces notations, je vais vous présenter maintenant 4 méthodes de repondération qu'on a testées, qu'on peut imaginer pour les enquêtes en multimode séquentiel. Donc tout d'abord, il y a la méthode classique qui correspond à la méthode que j'ai présentée en introduction, qui est la méthode habituelle quand on n'est pas en multimode. Donc pour chaque individu, on estime une probabilité de réponse PK chapeau, en faisant par exemple une régression logistique sur l'échantillon S, qu'on voit comme les répondants versus les non-répondants. Et donc on estime une probabilité de réponse à partir de variables auxiliaires. Et on calcule l'estimateur corrigé de la non-réponse. Ensuite, on a un deuxième estimateur qu'on va appeler estimateur par la méthode conditionnelle, qui est l'estimateur défini par la formule suivante. Donc ici, on sépare, on a une somme qui porte sur les répondants Internet et une somme qui porte sur les répondants téléphone. Et vous voyez que la correction de la non-réponse, en fait, on l'a fait porter uniquement sur les répondants téléphone. Les répondants Internet n'ont pas de facteur de correction de la non-réponse ici. Et par contre, les répondants téléphone, on les repondère d'un facteur 1 sur PKTEL sachant 1 de barre. Donc quelle est l'intuition un peu derrière ça? En fait, c'est que dans l'échantillon S, on va dire que les répondants Internet se représentent eux-mêmes, donc il n'y a pas besoin de les repondérer. Et par contre, les répondants téléphone, on va chercher à les rendre représentatifs de l'ensemble des non-répondants Internet dans l'échantillon S, et donc ça correspond à les repondérer d'un facteur 1 sur PKTEL sachant 1 de barre. Donc cette méthode, elle nécessite uniquement l'estimation des probabilités conditionnelles PKTEL sachant 1 de barre. C'est les seules probabilités de réponse qui apparaissent dans la formule. Et on peut les estimer, par exemple, en faisant une régression logistique sur l'ensemble des non-répondants Internet. Donc on voit comme répondant téléphone versus non-répondant. Quel est l'intérêt potentiel de cette méthode par rapport à la méthode classique? Donc l'idée, c'est que dans la méthode classique, on cherche plutôt à rendre les répondants représentatifs de l'échantillon S. C'est ça ce qu'on fait dans l'étape de correction de la non-réponse. Ici, ça va être plutôt, on cherche à rendre les répondants téléphone représentatifs de l'ensemble des non-répondants Internet. Et donc, ça peut avoir un intérêt si on pense qu'on est dans un cas où c'est la non-réponse au téléphone, conditionnellement au répondant Internet, qui est pas endogène, parce que du coup, on va pouvoir ici bien réaliser cette étape en mobilisant des variables auxiliaires X. Et donc ici, on n'a pas besoin de supposer que la non-réponse totale est non endogène pour avoir des estimations sans biais,
Mais du coup, c'est plutôt l'hypothèse que la non-réponse au téléphone, conditionnellement répondant à Internet, ne serait pas endogène. Et enfin, deux dernières méthodes qu'on va appeler les méthodes additives. Alors les méthodes additives, elles utilisent la même formule que la méthode classique pour la correction de la non-réponse. C'est pareil, on va chercher à estimer une probabilité de réponse globale. Mais la différence avec la méthode classique, c'est que on estime d'abord des probabilités de réponse mode par mode. Et pour obtenir la probabilité de réponse globale, on les somme par la formule des probabilités totales. Donc ici, pour estimer la probabilité de réponse globale, il faut qu'on calcule un pk-int et un pk-tel sachant 1 bar pour chaque individu. Alors comment on va faire? Premièrement, pour le pk-tel sachant 1 bar, on fait classiquement une régression logistique sur l'ensemble des non-répondants Internet, ce qui permet d'estimer une probabilité de réponse pk-tel sachant 1 bar sur l'ensemble des non-répondants Internet. Et ensuite, comme il faut aussi qu'on attribue un pk-tel sachant 1 bar à tout le monde, donc même aux répondants Internet, ce qu'on va faire pour les répondants Internet, c'est qu'on va étendre ce modèle aux répondants Internet. Donc le modèle appris sur les non-répondants Internet pour le pk-tel sachant 1 bar. Et ensuite, pour l'estimation du pk-int, c'est là qu'on va distinguer deux méthodes, qu'on va appeler la méthode additive sans y, où le pk-int est estimé par une régression logistique classique qui utilise des variables auxiliaires x. Donc sur S, on voit comme les répondants Internet versus les non-répondants Internet. Et une deuxième méthode un peu plus originale, qui est la méthode additive avec y, où on va inclure la variable d'intérêt y dans les variables explicatives de la régression logistique, qui est quelque chose qu'on ne peut pas faire en général, puisque la variable d'intérêt, on ne l'a que sur les répondants. Mais ici, donc, on va exploiter le fait qu'on est dans une enquête en multimode séquentiel, et que donc on a la variable d'intérêt y pour une partie des non-répondants Internet, à savoir ceux qui ont répondu par téléphone. Donc pour l'estimation de pk-int, on peut exceptionnellement inclure la variable d'intérêt y, à condition d'effectuer la régression logistique uniquement sur R, puisque c'est que là-dessus qu'on a la variable y de disponible. Donc au lieu d'effectuer la régression logistique sur S tout entier, on est obligé de l'effectuer ici sur R, qu'on voit comme les répondants Internet versus les répondants téléphone. Et pour compenser un peu ça, on va repondérer les répondants téléphone pour qu'ils représentent l'ensemble des non-répondants Internet. Donc on fait en fait une régression logistique pondérée. Donc schématiquement, on a la variable d'intérêt y qui est disponible à la fois sur R1 et RTL. Donc ici, si on veut estimer la probabilité de faire partie de R1, on peut utiliser la variable y à condition de faire juste la régression logistique sur R1 union RTL. Et on repondère les répondants téléphone dans ce cas-là pour les rendre représentatifs de l'ensemble des non-répondants Internet. Alors quel est l'intérêt potentiel de cette méthode? C'est de corriger, de pouvoir traiter exceptionnellement l'éventuelle endogénéité, l'éventuelle non-ignorabilité dans la non-réponse Internet, grâce à l'introduction des Y pour estimer les p-int. Par contre, comme la méthode conditionnelle, on a besoin de supposer que la non-réponse au second mode est bien ignorable, qu'on peut bien la corriger uniquement à l'aide de variables auxiliaires x qu'on connaît, pour pouvoir avoir une bonne estimation des pk-tel sachant 1 bar. Donc voilà pour ce qui est de ces méthodes qu'on peut imaginer pour effectuer l'étape de repondération dans les enquêtes multimodes séquentielles. Et maintenant, je vais vous présenter quelques résultats de simulation. Donc dans les simulations qu'on a effectuées pour tester ces méthodes, on s'est placé dans un cas simple. Pour chaque individu, on simule à la fois une variable d'intérêt y, une variable explicative x qu'on considère observée pour tous les individus, et une variable inobservée z. Et on va simuler également des probabilités de réponse pour chaque individu, p-int et p-tel sachant 1 bar. Donc pour les variables x, y et z, on prend des lois normales. Et on prend y qui est corrélé à la fois à x et à z. Donc x et z influent toutes les deux sur
sur la variable d'intérêt y. Et x et z, c'est aussi les deux variables qui influent sur les probabilités de réponse. Donc pour les probabilités de réponse, on va prendre des modèles logistiques qui dépendent à la fois de x et de z pour p int et p tel sachant 1 bar. Donc ça, c'est dans le cadre le plus général. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a ces probabilités de réponse pour chaque individu, on va lui simuler un comportement de réponse. Donc répondant Internet, répondant téléphone ou non répondant sur la base de ces probabilités. Et in fine, ce qu'on va avoir dans chaque jeu de simulation, c'est une population échantillon de taille 20 000. Pour chaque individu, donc des variables x, y, z et des probabilités de réponse. Et on va alors simuler à 1000 reprises le tirage d'un échantillon répondant dans S. Et ensuite, pour telle ou telle méthode de correction de la non-réponse, voir si, à partir des répondants, on arrive bien à estimer le total sur S. Donc pour chaque méthode, on va avoir 1000 estimateurs corrigés de la non-réponse du total de Y pour chaque méthode et chaque jeu de paramètres qui permet d'avoir un biais empirique, une variance empirique et de pouvoir comparer entre elles ces méthodes. Alors on a testé pas mal de scénarios. L'idée c'est que donc les probabilités de réponse dans le cadre le plus général, elles dépendent à la fois ici de x et de z. En fait, le coefficient, ici, pour chaque simulation, il faut qu'on détermine des coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Les coefficients alpha 2 et alpha 4, ils codent l'endogénéité de chacun des deux modes. Donc, par exemple, si on prend ici alpha 4 égale 0, la probabilité de réponse au téléphone dépend que de x, donc on est dans un cas de non-réponse ignorable au second mode. Par contre, dès que alpha 4 est non nul, on est dans un cas de non-réponse non ignorable. Et plus on éloigne alpha 4 de 0, quelque part, plus, entre guillemets, on est dans un cas d'endogénéité sur ce mode-là. Et c'est un peu pareil pour alpha 2, pour les répondants Internet. Et ensuite, alpha 1 et alpha 3, on les a choisis de manière à faire varier les taux de réponse. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans une première catégorie de scénario. Donc on contrôle l'endogénéité dans la non-réponse à chacun des deux modes. On a aussi fait une deuxième catégorie de scénario, où cette fois, ce qu'on va contrôler, c'est P int et la probabilité de réponse au global, pour pouvoir contrôler, par exemple, faire des scénarios où on veut que la non-réponse au global soit endogène ou non endogène, selon la valeur qu'on donne à alpha 4. Donc voilà, on a testé pas mal de valeurs différentes de paramètres alpha et de taux de réponse. Donc pour finir, j'ai présenté quelques résultats obtenus sur ces simulations. Alors, on a fait une première... dans la première catégorie de scénario, lorsque l'endogénéité du second mode, on la met rigoureusement à 0, on voit que les méthodes conditionnelles et additives avec Y ont un biais empirique quasi nul. C'est conforme à ce à quoi on pouvait s'attendre, puisqu'elles ont été imaginées pour être performantes dans ce scénario-là. Donc ici, on a un scénario où la méthode classique est biaisée parce qu'on a mis de l'endogénéité dans la non-réponse Internet. Mais par contre, comme il n'y en a pas au second mode, c'est le cas de figure où les méthodes conditionnelles et additives avec Y performent le mieux. Après, on a testé des variantes aussi. Par exemple, ici, si on garde de l'endogénéité au premier mode et qu'on en rajoute au second, ben on voit que ici, ça augmente le biais de toutes les méthodes, mais c'est encore celles-là qui sont les moins biaisées. Et par contre, si on met cette fois alpha 4 à moins 0,2, donc ça veut dire qu'on met de l'endogénéité dans le second mode, mais en sens inverse, entre guillemets, du premier mode, on voit que c'est moins clair. On peut revenir sur des situations où la méthode classique va être quasiment sans biais, parce qu'en fait, l'endogénéité de chacun des deux modes se compense, alors que ces méthodes-là deviennent biaisées du fait que la non-réponse au second mode est endogène. Et deuxième catégorie de scénario, je ne vais pas avoir le temps de présenter beaucoup les résultats.
ce qu'on peut retenir, c'est que si la non-réponse totale, on suppose qu'il n'y a pas d'endogénéité, on est dans le cas où la méthode classique performe très bien, elle est sans biais. Et en revanche, si on a mis de l'endogénéité sur Internet, ça veut dire que pour être non endogène au global, on va aussi avoir de l'endogénéité en sens inverse, donc un second mode endogène. Et donc, ça met du biais dans ces méthodes. Et ensuite, bon, on a testé pas mal de petites variantes de ce cas-là. Je vais passer à la conclusion. Donc, ce qu'on a observé globalement dans les simulations, et c'est ce à quoi on pouvait s'attendre d'après ce qu'on peut imaginer théoriquement, si la non-réponse totale elle n'est pas ou peu endogène, en fait c'est le cas qu'on suppose habituellement, et la méthode classique semble tout à fait adaptée et pas à remettre en cause, d'autant plus que c'est une méthode qui a une certaine simplicité, qui est la méthode habituelle, et qui performe au moins aussi bien que les autres méthodes testées. Donc si on est dans un cas où on fait cette hypothèse qu'on fait habituellement dans les enquêtes à l'INSEE, parce qu'on a des bons taux de sondage, des bons taux de réponse, etc., on peut, pour l'instant, ces simulations ne remettent pas en cause le fait d'utiliser la méthode classique dans les enquêtes multimodes. Et ce qu'on peut dire, toutefois, c'est que les méthodes conditionnelles et additives avec Y, elles offrent des pistes intéressantes et originales pour corriger le biais d'endogénéité dans la non-réponse Internet spécifiquement, en exploitant le fait qu'on a une enquête en multimode séquentiel. Mais par contre, leur cadre d'application, eux, à ces méthodes, c'est donc plutôt en faisant l'hypothèse que c'est la non-réponse au téléphone, conditionnellement répondant à Internet, qui est ignorable. Et donc ça peut être difficile à vérifier en pratique, et on peut se demander si finalement c'est pas voilà, la vraisemblabilité de cette hypothèse par rapport à l'hypothèse habituelle de non-réponse globale non endogène. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Flore va poursuivre avec les mises en œuvre. Donc, bonjour à toutes et tous. Ma présentation, ce sera une application des méthodes que Aurélien vient d'expliquer sur l'ENL 2023-2024 afin de corriger la non-réponse totale dans cette enquête. Alors, l'ENL 2023-2024, c'est la source de référence sur le logement. Elle documente la diversité des conditions de logement et notamment des situations comme le mal-logement ou les mobilités résidentielles. Alors, le millésime 2023-2024, c'est le premier à avoir été collecté selon un mode de collecte multimode séquentiel qui fait intervenir Internet, puis téléphone si on ne répond pas à Internet, puis le face-à-face si on ne répond pas au téléphone. Et pour faciliter la passation par Internet et par téléphone, on a découpé le questionnaire en 3 parties. Et ici, dans cette présentation, on va se focaliser sur la première partie de l'enquête, qu'on appelle première séquence, que j'ai encadrée en rouge sur le schéma. Alors, les avantages du passage au multimode sont connus, c'est principalement la réduction des coûts de collecte, mais bien sûr, ça ouvre des enjeux divers, dont les effets de sélection qui vont nous intéresser ici. Donc, je ne rappelle pas ce que c'est les effets de sélection, puisque la présentation d'avant vient de le faire. Et je passe directement au cas spécifique de l'ENL. Donc, à la première séquence de l'enquête, 77% des répondants, des personnes sollicitées ont répondu, et la moitié d'entre elles l'ont fait sur Internet. Donc, conformément à ce qu'on attend, les répondants Internet sont globalement plus diplômés, plus connectés. Donc, on peut voir sur le tableau, la dernière colonne, la part des répondants qui ont un niveau supérieur au bac est plus fréquente dans le lot Internet que parmi les répondants Internet que dans les 2 autres modes de collecte. Et ils ont également des meilleures conditions de logement.
Donc leur part de propriétaire est 10 points plus élevée que pour les répondants téléphone, qui est elle-même plus élevée que pour les répondants face à face. Donc ça suggère qu'en effet, il y a un effet de sélection dans la réponse à l'ENL, et que cet effet de sélection, il est lié en partie à l'intérêt pour l'enquête, et donc peut-être on serait face à un cas de sélection endogène. Donc pour corriger la non-réponse totale par repondération, on met en œuvre les 4 méthodes que Aurélien vient de présenter, et on le fait dans un cadre un peu simplifié, qui est qu'on considère le téléphone et le face-à-face comme un seul mode, qu'on va appeler le mode intermédiaire. Donc on met en place ces 4 méthodes. La méthode classique nécessite donc l'estimation d'une régression sur l'ensemble de l'échantillon avec les variables observables, quel que soit le mode de collecte. Donc c'est une première régression logistique. La méthode conditionnelle nécessite de repondérer uniquement les répondants au mode intermédiaire. Donc là, on va conduire une régression logistique pour estimer la probabilité de répondre au mode intermédiaire, sachant qu'on n'a pas répondu au mode Internet. Et la méthode additive somme les probabilités de réponse à chaque mode conditionnellement au fait d'avoir répondu ou non au précédent. Donc là, on va remobiliser ce qu'on vient d'estimer pour la méthode conditionnelle, à savoir la probabilité de répondre par un mode intermédiaire, sachant qu'on n'a pas répondu par Internet. Et on va calculer des probabilités de réponse par Internet avec et sans les variables de l'enquête. Donc ici, on représente du coup les résultats de ces 4 régressions logistiques. Ici, on a représenté les coefficients qui sont associés aux modalités des variables explicatives à la participation de l'enquête. Donc, ce qu'on voit ici sur ce graphique, c'est que globalement, les 4 régressions logistiques donnent des coefficients qui sont quand même relativement proches, ce qui semble suggérer que la participation est déterminée par les mêmes déterminants, quel que soit le mode, pas exactement dans les mêmes proportions, mais de manière très proche. Donc si on regarde par exemple le 3e groupe, le 3e paquet de coefficients, là vous avez le coefficient associé à la variable d'habiter dans un quartier prioritaire de la ville, et donc c'est celui qui est négatif, enfin le premier négatif, donc on voit que ça a un effet négatif sur la participation, quelle que soit la probabilité qu'on modélise. À droite du graphique, on a toutes les probabilités, tous les coefficients associés aux variables de l'enquête, puisque du coup ces coefficients sont calculés uniquement pour la méthode avec les Y, donc la régression pour estimer les probabilités de réponse par Internet avec les variables de l'enquête. Et donc, par exemple, on voit que le fait d'avoir connu une situation difficile de logement, donc avoir habité chez des proches pendant une partie de sa vie, ça diminue la chance de participer à l'enquête par Internet. Donc c'est le premier coefficient en bleu qui est au centre du graphique. Donc maintenant qu'on a calculé les probabilités de réponse, on va les utiliser pour calculer les 4 jeux de poids des 4 méthodes. Et donc ces 4 jeux de poids donnent des résultats qui sont quasiment identiques lorsqu'on s'intéresse aux variables importantes de l'enquête. Donc là, on voit que le taux de propriétaire est le même sur les 4 méthodes, le nombre moyen de chambres, la surface moyenne. Mais on peut se dire, bon, c'est des variables qui sont quand même très proches de celles qui ont servi à corriger la non-réponse totale dans les modèles de régression, même si c'est des variables de l'enquête et que les variables mobilisées sont les variables de Fideli, bon, on est quand même sur des concepts similaires. Donc on va s'éloigner un petit peu de ces concepts en regardant la part des ménages qui déclarent des défauts dans leur logement, qui est une variable un ensemble de variables qu'on collecte dans la première séquence de l'enquête logement. Donc en abscisse, vous avez les différents défauts, et en ordonnée, la part de logement où c'est déclaré, où ce défaut est déclaré, la part de oui.
Donc on voit que là encore, même sur des variables qui sont a priori plus sujettes aux effets de sélection, finalement on n'a pas de différence entre les 4 méthodes. Elles donnent des résultats très proches. Là ensuite on va regarder une variable, on se dit bon s'il y a un effet de sélection à chercher quelque part, c'est probablement ici, car donc c'est l'ancienneté dans le logement, il est quasiment impossible d'enquêter des personnes qui sont arrivées récemment dans leur logement par téléphone ou par internet, puisque les coordonnées de contact associées à ce logement ne sont plus à jour, donc on va joindre les mauvais occupants, enfin on va joindre les anciens occupants. Or, là encore, on a des résultats qui sont quand même relativement proches, avec une différence maximale de 0,7 à 0,9 points, en fait, entre les 4 méthodes, quand on regarde la proportion de logements occupés depuis 4 ans ou moins par leur occupant actuel. Cette différence, elle s'explique par le fait que c'est la méthode conditionnelle qui sort un peu du lot. Parce que c'est la méthode qui consiste à repondérer uniquement les répondants du mode intermédiaire, et donc c'est celle qui mécaniquement associe des poids plus élevés aux répondants face à face, qui sont ceux sur lesquels on peut collecter cette population. Alors ces résultats sont certes un peu éloignés, mais restent relativement proches, notamment pour les contraintes de production d'une enquête. Une chose que je vous montre pas ici, c'est que la méthode conditionnelle est quand même moins intéressante en termes de variance. Donc ce gain potentiel, il est quand même contrebalancé par le fait que les poids sont quand même beaucoup plus dispersés sur cette méthode. Donc en conclusion, les résultats sont quand même très similaires pour les 4 méthodes. On a vu pour l'enquête logement en tout cas que l'introduction de variables d'enquête liées à l'intérêt pour l'enquête ne modifie pas les résultats, et donc les variables de la base de sondage, les variables observables, semblent suffisantes pour corriger la non-réponse totale, ce qui pourrait laisser penser que la non-réponse l'effet de sélection endogène est relativement limité dans l'ENL. On voit aussi qu'estimer des modèles séparés pour chaque mode de collecte ne produit pas des résultats fondamentalement différents, et donc il ne semble pas nécessaire de distinguer les modes de collecte. Donc ça s'explique très certainement par le fait que le taux de réponse à l'ENL est relativement élevé à la première séquence, et aussi qu'on dispose dans Fideli de variables qui sont très corrélées à l'intérêt pour l'enquête, ce qui est une spécificité et une chance pour l'enquête logement. Donc en conclusion, la méthode que nous avons retenue en production, c'est la méthode classique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Du coup, donc je vais vous présenter effectivement des travaux qui ont été réalisés par Khaled pour répondre à une problématique posée là encore par l'enquête logement, puisque donc Flore vient de présenter le protocole de l'échantillon de collecte de l'échantillon principal de l'enquête logement, mais cette enquête, c'est une enquête qui mobilisait plusieurs échantillons, donc l'échantillon multimode principal, multimode séquentiel dont Flore vient de parler, donc tiré à 2 degrés dans l'échantillomètre pour les enquêtes ménages de l'INSEE et d'une taille de 27 000 logements environ. Et en complément de ça, on avait alors un échantillon de contrôle face à face dont je ne vais pas parler, et puis un échantillon méthodologique monomode, tiré lui à 1 degré dans l'ensemble de la population, avec une surreprésentation de l'Île-de-France. Donc un échantillon de 50 000 logements, où l'Île-de-France était forcément surreprésentée, puisque c'était à peu près moitié-moitié dans l'échantillon, alors que dans l'échantillon principal multimode, l'Île-de-France était présent, on va dire, au prorata de son poids dans la population française, population de logements française, donc environ 1/7 de l'échantillon. Et évidemment, ces
Ces échantillons étant soumis à des protocoles différents, donc d'un côté un protocole multimode pour l'échantillon principal qui conduisait sur l'ensemble des séquences à un taux de réponse important, enfin assez élevé de l'ordre de 70%, alors que l'échantillon monomode Internet, lui, n'était soumis qu'au protocole de collecte par Internet et avait donc un taux de réponse sur l'ensemble des 3 séquences qui était beaucoup plus faible, puisqu'il était autour de 30%. Et la question s'est alors posée de savoir est-ce qu'on peut exploiter les résultats de l'échantillon monomode pour, conjointement avec l'échantillon multimode, pouvoir améliorer la qualité et la précision des statistiques produites, sachant que, vu le taux de réponse qui affecte l'échantillon monomode, il y a quand même un risque plus important dans cet échantillon qu'on ait de la non-réponse non ignorable, qu'on n'arrive pas bien à corriger avec les méthodes de correction de la non-réponse classique, et qui du coup conduirait à des biais de non-réponse qu'on n'arrive pas à corriger et donc à des problèmes de qualité des estimations qui s'appuient sur cet échantillon monomode. Et donc on s'est demandé est-ce qu'il y a des méthodes de correction de la non-réponse et de combinaison d'échantillons qui pourraient permettre de pallier ce problème de taux de réponse faible sur l'échantillon monomode Internet et de possibles non-réponses non ignorables. Et donc Khaled a testé deux grandes familles de méthodes, une que je vais détailler juste après, une première famille de méthodes où on va combiner les 2 échantillons d'abord et ensuite effectuer un traitement de la non-réponse, et une seconde famille de méthodes où on va faire l'inverse, donc d'abord corriger de la non-réponse et ensuite combiner. Pour les méthodes donc, où on combine avant de faire la correction de la non-réponse, l'idée c'est de dire je vais pas essayer de rendre mes répondants Internet monomode représentatifs de l'ensemble de la population. Je vais dire que ils représentent un domaine qui est la sous-population des personnes qui ont une propension à répondre par Internet compte tenu à l'enquête logement. Et je vais essayer de les pouler avec les répondants Internet de l'échantillon multimode. De façon, en effectuant une opération sur les pondérations pour finalement rendre le poids construire un poids décatile de l'échantillon poulé qui permettent de retrouver à peu près le volume, la taille de la sous-population la taille estimée, la sous-population des répondants, des gens qui ont une propension à répondre par Internet. Donc on commence par pouler les répondants Internet des 2 échantillons entre eux et on ajuste leur poids pour les rendre représentatifs de cette sous-population des gens qui ont une propension à répondre par Internet à l'ENL. Et ensuite, on déroule une correction de la non-réponse sur l'échantillon constitué des répondants Internet poulés et des répondants téléphoniques à l'enquête multimode. Et pour effectuer la combinaison des répondants Internet entre les 2 sous-échantillons, plusieurs méthodes sont possibles. On peut utiliser un coefficient lambda, donc ici les décas sont obtenus en multipliant, les décatiles sont obtenus en multipliant les poids initiaux par un coefficient lambda, et ce coefficient lambda, on peut prendre un lambda 1 qui a cette forme et qui permet d'assurer que dans notre échantillon poulet avec les nouveaux poids, on va retrouver la somme des poids qu'on avait des répondants Internet qu'on avait dans l'échantillon multimode, qui est notre référence. On peut aussi, comme ces 2 échantillons qui représentent la même population, faire une approche de partage de poids classique en pondérant par 1,5. Ou on peut tenter une généralisation de la méthode 1 en disant finalement la méthode 1 ça consiste à caler sur une variable qui est juste la taille, et on peut se dire je vais vouloir rajouter dans mon calage d'autres variables, potentiellement des variables d'intérêt de l'enquête Y, et caler, faire en sorte que mon échantillon poulet calé redonne les estimations qu'on a dans l'échantillon multimode. Et pour les méthodes de combinaison après CNR, donc il y a une méthode qui est une méthode finalement classique où on va faire une correction de la non-réponse séparée sur les 2 sous-échantillons via les méthodes classiques que qu'Aurélien a détaillées pour l'échantillon multimode et pour le monomode via la méthode normale. Et ensuite on combine les 2 échantillons par une méthode de partage de poids avec différents coefficients de partage de poids possibles, 1,5, les tailles relatives d'échantillons tirés, les tailles relatives de répondants. Et dernière méthode, variante de la méthode précédente, on peut essayer de raffiner un peu ce qui se passe sur l'estimation des probabilités de réponse dans chacun des sous-échantillons en appliquant la méthode additive avec Y qu'a présenté Aurélien pour corriger la non-réponse dans l'échantillon multimode,
Et en plus, donc, quand on fait cette méthode additive, on fait un modèle où on modélise la probabilité de répondre par Internet versus être répondant téléphone qui représente les non-répondants Internet dans l'échantillon multimode. Finalement, là, on apprend un modèle sur cet échantillon multimode et après, on peut le réappliquer sur l'échantillon monomode, ce qui permet dans l'échantillon monomode de corriger de la non-réponse en mettant comme variable explicative des Y qu'on a sur les répondants Internet et sur lesquels on a pu apprendre. Le modèle a pu être appris sur les répondants multimode parce qu'on avait les répondants téléphoniques qui fournissaient ces Y. Et donc une fois qu'on a corrigé, donc là, on corrige la non-réponse par la méthode additive dans le multimode, on corrige la non-réponse en servant du modèle appris dans la méthode additive pour le modèle Internet, et après on réeffectue un partage de poids avec le même jeu de coefficients. Et donc ça, c'est les méthodes qui ont été envisagées. Pour les comparer, on veut les comparer en termes de biais et d'erreurs quadratiques moyennes. Et comme souvent, si on voulait le faire de manière théorique ou calculatoire, ça ferait des calculs de variance assez compliqués. Du coup, on a procédé par simulation. Et on va constituer, de la même façon que dans le papier d'Aurélien, comparer nos méthodes via des données simulées grâce à des méthodes Monte-Carlo. Et du coup, le protocole général, qui est présenté ici dans le cadre où on combine, après avoir fait la correction de la non-réponse, on va d'abord générer notre population, donc notre base de sondage, constituer nos échantillons monomode, multimode, générer des variables x, y, z sur lesquelles je reviendrai après, générer des probabilités de réponse en s'appuyant sur ces variables, tirer nos échantillons de répondants par échantillon poissonien, dérouler une correction de la non-réponse, combiner les échantillons donc, par des méthodes de partage de poids et estimer nos variables d'intérêt et puis calculer les statistiques EQM et les biais Monte-Carlo. Et pour les variables x, y, z, pour le tirage des échantillons, on le fait en respectant les plans de sondage, alors par le côté à 2 degrés, mais la stratification et les allocations par strate des échantillons de l'enquête logement. Et idem pour les simulations, on s'appuie sur des taux de réponse repris dans l'ENL. Et donc on a 3 jeux de variables, des variables d'intérêt Y qui sont observées que pour les répondants, des variables auxiliaires X qui sont observées pour tous et qui donc varient selon qu'on est en Île-de-France, pas Île-de-France, et des variables endogènes, donc inobservées, qui elles vont servir à, quand on va générer nos probabilités de réponse, mettre de la l'inignorabilité dans les mécanismes de réponse. Et donc les scénarios qu'on va tester, donc toutes les méthodes de correction de la non-réponse sont testées sous différents scénarios, avec 2 grandes familles de scénarios. Le premier scénario qui est le scénario où tout va bien, c'est-à-dire tous les mécanismes de réponse sont ignorables, et donc toutes les probabilités de réponse ne dépendent que de X, et on va pouvoir corriger bien. Et un autre scénario qui est qui correspond peut-être plus à quelque chose de plus crédible, qui est la non-réponse globale va être ignorable, compte tenu du taux de réponse assez élevé qu'on a, et en revanche, la non-réponse, le mécanisme de réponse Internet, lui, va être non ignorable, et on va voir dans ce cas-là quelles sont les performances de nos méthodes. Avec donc ici un tableau qui récapitule les scénarios. Donc le premier, c'est un scénario dans lequel tout va bien. Le deuxième, c'est tout va bien au niveau global, mais on a de l'endogénéité pour la non-réponse Internet. Et puis des scénarios 3 et 4 que je ne présenterai pas, qui sont ceux où on a de l'endogénéité un peu partout et où plutôt tout va mal. Et donc, si on regarde les résultats dans le premier scénario, donc scénario optimal, où toute la non-réponse est ignorable, les méthodes qui marchent le mieux, c'est les méthodes où on fait une correction de la non-réponse classique et où on combine ensuite avec un partage de poids. Donc là, il n'y a pas particulièrement de gain à combiner en amont. Donc les 3 premières méthodes conduisent à des résultats à peu près similaires à ce qu'on aurait en exploitant juste l'échantillon multimode. Et il n'y a pas non plus d'intérêt à raffiner la méthode de correction de la non-réponse sur l'échantillon multimode ou même sur le monomode. Et une fois que les échantillons sont corrigés de la non-réponse, on gagne systématiquement en précision, de manière significative sur les estimations nationales ou hors Île-de-France, et de manière plus marginale sur l'Île-de-France, parce que là, de toute façon, en gros, le gros de l'échantillon, c'est l'échantillon monomode, et ce qu'on rajoute avec le multimode est très faible, donc on a un gain relatif assez faible.
Donc là, c'est un graphique qui présente les biais sur lesquels je ne vais pas m'attarder, parce qu'en fait, ils sont tous nuls, ou on va dire on a 0,2% de biais relatif maximum. Donc, conformément à la théorie, tout est non biaisé. Et en matière d'erreur quadratique moyenne, c'est là où on voit que donc les 3 premières méthodes font moins bien que ce qu'on a avec juste l'échantillon multimode. Cette méthode-là, c'est quand on combine après correction de la non-réponse, donne des résultats un peu meilleurs. Enfin, on le voit mieux sur le graphique ici. Donc, que ce soit au niveau national, sur l'Île-de-France ou sur le reste de la France, c'est quand on combine, c'est la méthode 4 qui donne les meilleurs résultats, légèrement meilleurs que ce qu'on a quand on utilise juste l'échantillon multimode. Et si on se place maintenant dans le cas, dans le deuxième scénario, donc où la non-réponse globale reste ignorable, mais la non-réponse Internet est affectée d'endogénéité, là, sans surprise, si on utilise des méthodes qui corrigent d'abord de la non-réponse et qui combinent ensuite, on a une dégradation en termes de biais et d'erreurs, de biais surtout et d'erreurs quadratiques moyennes, puisque l'échantillon Internet est biaisé, on n'arrive pas à corriger le biais de non-réponse dans l'échantillon monomode Internet, et donc il vient polluer quand on combine l'échantillon multimode. Donc dans ces cas-là, dans ces approches-là, il vaudrait mieux ne pas utiliser le monomode pour ces approches. Et en revanche, les méthodes où on combine en amont donnent des résultats sensiblement identiques, ou voire légèrement meilleurs, mais il n'y a rien d'uniforme par rapport à la méthode où on utilise juste l'échantillon multimode. En termes de biais, ce qu'on voit ici, donc les 3 premières approches, c'est celle-ci. Quand on utilise juste le multimode, c'est celle-là, et toutes les autres sont assez fortement biaisées. Et si on regarde en termes d'erreur quadratique moyenne et qu'on zoome sur les 4 scénarios qui nous intéressent, à savoir les 3 méthodes de repondération 1, 2, 3, et puis l'exploitation unique du multimode, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en général, quand on combine en amont, on a un petit gain en termes de variance, mais qui n'est pas systématique, et qui, typiquement, sur cette variable-là, et quand on prend l'approche partage des poids, donc avec un coefficient 1,5, on est moins précis qu'en utilisant juste le multimode, alors que sur cette variable-là, on l'est plus. Donc il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat uniforme. Et autre enseignement, ce qu'on gagne en termes de précision, le gain est pas aussi important que pourrait laisser croire l'augmentation de la taille de l'échantillon, puisque là, en gros, en rajoutant le monomode, on double la taille de l'échantillon, mais on n'a pas un gain en termes de variance de l'échantillon de répondant, mais on n'a pas un gain en termes de variance d'un facteur 2, parce que finalement, dans les méthodes 1, 2, 3, finalement, le fait de combiner les répondants Internet multimode avec les répondants Internet monomode fait que on ne gagne en variance que sur la sous-population des individus qui ont une propension à répondre par Internet. Et du coup, dans nos exemples, là, ça représente qu'un tiers de la population. Donc on gagne en précision sur cette sous-population-là, mais pas sur le reste, qui est dicté, dont la précision dépend uniquement de ce qui se passe sur les répondants, l'échantillon multimode et les répondants par téléphone. Et j'en ai fini. Donc bonjour à tous, moi je ne vais pas parler de multimode ni d'enquête logement. Je vais parler de complètement autre chose, à savoir d'un document de travail que j'ai écrit, qui a été publié l'an dernier par le SSM Sécurité Intérieure, et qui concernait donc l'évaluation du montant total du préjudice dû aux fraudes, aux moyens de paiement et aux escroqueries. Alors, quelques mots quand même pour présenter le sujet, puisque ce n'est pas forcément le domaine de spécialité des gens qui me font face. Si on regarde l'historique récent de la délinquance, contrairement peut-être à ce qu'on peut entendre au journal télévisé, la plupart des infractions sont plutôt stables ou en baisse.
d'années, qui est lié notamment à la modification des pratiques, au fait que de plus en plus de transactions s'opèrent en ligne. Et donc voilà, donc on a quand même une augmentation assez massive qui est connue, qui est documentée en termes de nombre de victimes, de nombre d'infractions. Mais on n'a pas de chiffrage, en tout cas avant cette étude, on n'avait pas de chiffrage en termes économiques. Donc c'était un des premiers objectifs de l'étude, c'était de regarder combien ça coûte cette augmentation massive des escroqueries. Voilà. Il va y avoir un certain nombre de difficultés méthodologiques dans l'étude. Bon, je vais surtout développer, donc en fait je vais faire une présentation en 2 temps. Dans un premier temps, je vais présenter rapidement l'étude, les données, les méthodes que j'ai choisies. Et dans un deuxième temps, puisqu'on est quand même dans un colloque consacré à la méthodologie statistique, j'ai plus présenté un point méthodologique qui est qu'est-ce qu'on fait quand on a des valeurs manquantes et des données très asymétriques. Et le spoiler, ça va être qu'on ne peut pas faire grand-chose. Donc, la conclusion principale du document de travail, ça a été de constater un à peu près doublement du montant du préjudice dû aux escroqueries et aux fraudes aux moyens de paiement entre 2016 et 2023, qui était le périmètre temporel sur lequel les données étaient disponibles. Mais donc, je ne propose pas d'intervalle de confiance pour ces montants. Je ne suis pas capable d'évaluer la précision de mon estimation. Avec un graphique, donc la même chose. Donc, je suis désolé, c'est un petit peu petit. Le trait gras en haut, c'est le préjudice total subi par les personnes. Et en fait, ce que vous avez, le trait parallèle en bas, c'est le préjudice déclaré aux forces de l'ordre. Puisque dans l'étude, on a dû distinguer entre préjudice déclaré et non déclaré. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près omniprésent dans les données de délinquance. Toujours faire la part entre les deux. Si vous arrivez à distinguer, c'est très très faible, enfin le trait est à peine visible, vous avez un trait à peu près horizontal en bas, c'est le préjudice déclaré par les personnes morales, puisqu'on a aussi une évaluation du préjudice subi par les personnes morales. En tout cas, vous avez donc la conclusion principale du document de travail, qui est cette courbe grasse, qui est l'évolution du préjudice total sur la période 2016-2023. Donc, pour commencer, de quelles données je me suis servi et quels ont été les plus gros problèmes à résoudre. J'ai combiné donc des données administratives et des données d'enquête, puisque sur les données administratives, on a les bases du SSMSI, donc les bases établies par le SSMSI à partir de tout ce qui est remonté par les policiers et les gendarmes en France depuis 2016. Donc on a un recensement exhaustif, mais uniquement, bien sûr, des infractions dont les forces de police et de gendarmerie ont connaissance. Donc toutes les infractions pour lesquelles on ne porte pas plainte, on n'y a pas accès. Pour la période 2016-2023, ça fait quand même 2 millions de procédures. Et pour chacune de ces procédures, le policier ou le gendarme qui l'a enregistré avait la possibilité d'inscrire un montant pour le préjudice subi, donc déclaré par la victime au moment où elle posait sa plainte. Malheureusement, cette possibilité n'a pas toujours été saisie par le policier ou le gendarme qui remplissait son dossier. Du côté des données d'enquête, on a une enquête de victimation CVA jusqu'en 2021, puis VRS à partir de 2022, où, donc, principe d'une enquête de victimation, on va, dans la population générale, demander aux gens est-ce qu'ils ont été victimes de telle ou telle atteinte au cours de l'année écoulée. Donc, ça permet, c'est très précieux, puisque ça permet d'avoir accès aux infractions dont la police ou la gendarmerie n'a pas connaissance. Donc, a priori, on peut avoir accès à toutes les infractions. Évidemment, par contre, c'est une enquête, donc c'est un sondage aléatoire, ce n'est pas un recensement. Et donc, on a une mesure nettement plus imprécise. Par ailleurs, ça permet aussi quand même de voir quelle est la proportion des infractions subies qui donnent lieu à un dépôt de plainte. Et là, pour la famille d'infractions que j'étudie, les escroqueries, il s'avère que c'est des dépôts de plainte particulièrement faibles, de 5 à 20% selon la nature exacte de l'infraction considérée. Le résultat des enquêtes, donc, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est le montant des préjudices subis,
Ça permet aussi de voir que les infractions qui donnent lieu à un dépôt de plainte, c'est quand même concernent les montants les plus élevés. Les infractions qui n'ont pas déclarées, sans surprise, c'est plutôt les petites infractions. Alors, l'idée, c'était de combiner ces deux sources de données. D'un côté, des données exactes, un recensement exhaustif de toutes les infractions déclarées, et de l'autre, une estimation pour les infractions non déclarées. Maintenant, il y a quand même eu des soucis. Du côté des données administratives, même si on a toutes les infractions, comme je disais, les policiers et les gendarmes ne renseignent pas systématiquement le montant du préjudice. Et en l'occurrence, on l'avait à peu près dans un quart des cas. Donc, dans 3/4 des données administratives, il a fallu imputer un montant. Et donc, je me suis, même si ce n'était pas du tout un sondage aléatoire, je me suis inscrit dans le cadre de la théorie des sondages pour traiter cela. Du côté des enquêtes, le questionnaire de l'enquête avait tendance à se modifier un petit peu chaque année. Et notamment, ce n'était pas les escroqueries qui étaient, disons, à la catégorie la plus stable. Donc, en fait, on a eu que pour 2 années, la question qui a été posée à tous les enquêtés, est-ce que vous avez subi une escroquerie ou une fraude au moyen de paiement et pour quel montant? Donc, en fait, je n'avais l'information que pour 2017 et 2018, et j'ai dû extrapoler sur 2016-2023. Donc là aussi, je n'ai pas du tout des données tout à fait complètes. Enfin, et c'est un problème tout à fait intéressant, mais que je n'ai pas développé là dans le cadre de cet exposé, les deux sources ne s'accordent pas très bien. Il y a une intersection commune, c'est en 2017 et 2018, les infractions qui ont été déclarées aux forces de l'ordre, qui apparaissent à la fois dans les données d'enquête et pour lesquelles on a un recensement exhaustif dans les données administratives. Donc on devrait au moins avoir le même nombre d'infractions pour ces 2 années. Et en fait, ça varie quasiment du simple au double. Donc là aussi, il y a un souci assez important, savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais bon, du coup, en fait, très simplement, moi, je me suis concentré pour les données d'enquête uniquement sur la partie les préjudices non déclarés, et je n'ai pas exploité les réponses dans les enquêtes où la personne disait « j'ai déclaré ». En fait, j'ai fait l'hypothèse que cette disparité venait du fait que les gens pourraient avoir envie de surdéclarer à l'enquêteur le fait qu'ils ont porté plainte, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas fait. Bon, je passe. Dernier problème que je vais plus développer, que j'ai dû traiter, c'est le fait, donc, comme je vous disais, que les données de préjudice sont très asymétriques. Là, le tableau que je vous indique concerne des valeurs pour les préjudices déclarés aux forces de l'ordre. En 2016 et 2023, bon, on a aussi un phénomène qui est l'augmentation dont je vous parlais, puisqu'on passe de 46 000 victimes à 89 000 en 2023. Vous voyez que le préjudice médian déclaré aux forces de l'ordre passe, lui, de 500 à 800, mais dès que vous progressez dans la distribution, vous avez des sommes bien plus élevées. Quand il d'ordre 90% est de l'ordre de plusieurs milliers, 99,9%, vous êtes à plusieurs centaines de milliers, et vous avez des maximums qui dépassent le million. Donc voilà, donc c'est ça, des données très asymétriques, et il faut traiter cette question des plus gros montants qui vont compter pour une part tout à fait non négligeable du total. Voilà. Du côté des données d'enquête, c'est un petit peu pareil. Donc, pour les données d'enquête, comme je disais à l'instant, je vais plus considérer que les préjudices non déclarés. Sur les 2 années, sur les 2 enquêtes, on a environ 1650 répondants qui indiquent des préjudices non déclarés. Et là, le montant médian est nettement inférieur, donc 200 €. Du coup, alors pour les méthodes, je vais passer rapidement parce que je n'ai pas fait des choses incroyablement subtiles ou élaborées. Pour l'imputation des préjudices, donc, je me suis placé dans un cadre de non-réponse ignorable et j'ai fait l'imputation par régression. Pour le fait qu'il me manquait des années dans les enquêtes, j'ai simplement supposé un ratio constant entre le préjudice total déclaré et le préjudice total non déclaré aux forces de l'ordre pour faire une extrapolation.
Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur le fait que quand on a des données très asymétriques, c'est compliqué. Bon, le cadre standard dans la théorie des sondages, c'est de faire un recensement exhaustif des plus grosses unités. C'est ce qui est pratiqué dans les statistiques d'entreprise. Là, je ne pouvais pas. Et donc, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je peux faire et pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Donc, je vais rappeler rapidement que l'asymétrie d'une distribution, ça peut se mesurer par un paramètre de queue. Donc, si vous avez une variable aléatoire grand X dont la distribution vérifie à peu près ceci avec un certain alpha positif, c'est comme ça que vous pouvez mesurer le fait que vous avez des valeurs extrêmes avec ce paramètre alpha qui est d'autant plus faible que votre distribution sera loin d'une distribution usuelle qui a tous ces moments. Donc, on peut quantifier le degré d'asymétrie, quantifier la présence de valeurs extrêmes par ce paramètre alpha qui peut s'estimer, même si les estimateurs ne sont pas toujours très robustes ni très fiables. Sur les données de préjudice que je vous ai présentées avec le tableau que je vous ai présenté de Quantile, moi je trouvais des exposants alpha en gros entre 1 et 2. Donc on n'a pas de variance et on n'est pas sûr d'avoir une espérance. Bon, donc c'est quand même des données pas très sympathiques. Le problème, ensuite, quand on va appliquer des résultats de la théorie des sondages, c'est que ces résultats supposent en général, c'est un petit peu caché dans les hypothèses des théorèmes centrales limites, que les données sont relativement homogènes, que vous n'avez pas ce genre de comportement, que vous n'avez pas un petit nombre de valeurs qui va compter pour une partie importante du total. Tout simplement parce que si c'est le cas, vous ne convergez pas vers vos lois gaussianes. Vous dépendez de l'aléa de est-ce que ces très grosses unités ont été sélectionnées ou non. Et voilà. Et donc, pour confirmer ça, je vais juste vous présenter, et ça sera mon dernier transparent, les résultats d'une simulation. Donc, je simule des lois à valeurs extrêmes avec un paramètre de queue qui varie entre le plus extrême 0,5 et quelque chose un petit peu plus raisonnable 3. Et j'ai fait 2 simulations de sondage, un avec, je prends un quart de la population, et un où je prends plutôt une personne sur 200, ce qui correspondait à peu près aux 2 situations que j'avais avec données administratives, données d'enquête. Et voilà les résultats de simulation. Donc, le premier, c'est le comportement le plus extrême, où il se passe à peu près n'importe quoi. C'est un petit peu plus intéressant si vous regardez le deuxième résultat. Là, on est avec un alpha égale 1, donc ça veut dire que vous êtes au cas limite où votre distribution qui a généré les données n'a plus d'espérance, et vous essayez quand même de faire un sondage classique, un sondage aléatoire simple sans remise, pour reconstruire le total de la population. Donc la courbe, le trait pointillé, c'est la vraie valeur qu'on veut approximer. En gras, vous prenez un quart de la population. Vous prenez un quart de la population, vous voyez que même là, vous n'êtes pas tout à fait gaussien. Vous êtes un petit peu asymétrique. Et par contre, si vous faites un taux de sondage beaucoup plus faible avec une personne sur 200, vous avez la courbe ici qui est très décalée vers la gauche. Ça veut dire que la plupart du temps, vous prenez qu'une personne sur 200, donc vous n'allez pas atteindre les valeurs les plus extrêmes qui comptent pour une partie tout à fait sensible du total. Donc vous allez sous-estimer le total avec votre sondage. Mais parfois, vous allez atteindre, rarement vous allez atteindre dans votre échantillon ces valeurs les plus élevées. Et là, au contraire, vous allez surestimer le total avec votre sondage. Donc, le résultat de mon sondage, il est toujours non biaisé. C'est-à-dire quand je prends cette courbe en très fin, son centre de gravité, c'est bien la vraie valeur qui est indiquée par le pointillé. Mais par contre, la distribution de mon résultat n'est plus du tout gaussienne, et donc vous ne pouvez pas du tout faire d'intervalle de confiance, en tout cas pas les intervalles de confiance usuels, gaussiens, dans ce genre de situation. Et moi, donc, comme je pense que je suis plutôt dans cette configuration-là, je ne me suis pas hasardé à faire de l'intervalle de confiance pour mes résultats. Et je m'arrête là. Merci à tous les intervenants pour ces brillantes présentations et surtout d'avoir tenu les délais puisqu'on m'a fait comprendre que c'était très très serré aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite par les questions dans la salle si vous en avez, et je demanderai aux intervenants de se
de venir au micro pour pouvoir répondre, enfin au pupitre pour pouvoir répondre. Nicolas Palliot, Dresse. J'ai deux questions, une pour Flore, une pour Emmanuel. Flore, juste au vu de ce qu'a présenté Emmanuel sur les travaux de Khaled, est-ce que vous avez décidé finalement de combiner les échantillons monomode et multimode pour la diffusion? Et si oui, par quelle méthode? Et Emmanuel, par rapport les méthodes que tu as présentées, du coup, elles sont hyper intéressantes, mais en même temps, elles sont coûteuses à implémenter, et donc elles sont intéressantes que s'il y a un vrai gain, et tu as l'air de montrer que le gain, il dépend vraiment des cas. Et du coup, comme l'ENL était censé être un peu l'enquête pilote pour le multimode et du coup savoir si on lancerait des échantillons monomode un peu régulièrement, est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui préconisé à la division sondage et si oui, avec des redressements particuliers ou au contraire en essayant de l'exploiter séparément du multimode parce que trop coûteux à redresser? Aussi à la place de Flore. Pour ce qui est la décision qui a été prise pour l'ENL, non, pour l'exploitation nationale, on n'exploite que l'échantillon multimode. Parce que, on a vu que, pour être plus précis, des travaux menés par Simon ont montré qu'il y avait un mécanisme de réponse non ignorable sur l'échantillon monomode avec ses 30% de réponse, donc on n'était pas dans le cas qui va bien et où on aurait pu combiner dans tous les sens. Comme dans les résultats sur les méthodes que je présentais, dans le cas où c'est endogène sur Internet et exogène au total, n'était pas forcément probant, ou en tout cas donnait pas des gains, et c'est des méthodes qu'on maîtrise pas encore, sur lesquelles on n'a pas encore assez investi, donc on s'est limité à une diffusion pour le multimode. Et en revanche, on va, ce que j'aurais pu le dire en conclusion, on va continuer l'an prochain à creuser un peu les méthodes, alors 1 à 3, pour voir si dans une optique d'utiliser l'échantillon multimode comme extension en Ile-de-France, est-ce que ça pourrait être fait dans un second temps ou pas. Et on aimerait bien aussi continuer à creuser un peu la méthode 5, parce que là elle marche pas du tout, alors que on espérait pouvoir capter des trucs avec les Y qu'on rajoute, de l'ordre de généité avec les Y qu'on rajoute dedans. Donc ça aussi je pense que ça sera poursuivi l'année prochaine. Et pour ce qui est des préconisations, non, on n'a pas de doctrine encore ou de guidelines pour dire voilà, si vous faites un protocole similaire à celui de l'ENL, la meilleure façon de pondérer en combinant les échantillons, ce serait ça. Du coup, il y a l'enquête santé qui a reproduit un peu le même dispositif, sauf qu'eux, ils ont rajouté sur les échantillons monomode une étape de téléphone supplémentaire, donc qui devrait les amener à des taux de réponse vraisemblablement plus proches des 50% que des 30% qu'on a ici. Et donc, là, on peut espérer que le contexte soit plus favorable. Et il y a aussi le dispositif très low pour travaux de rénovation, une enquête sur les travaux de rénovation énergétique dans les logements qui aura lieu en 2027, où ils ont un peu le même dispositif, donc un échantillon multimode pour le national et puis un plus gros monomode internet, et où on leur a fait part des résultats qu'on avait là, et donc ils sont en train de voir du coup est-ce qu'ils vont pas essayer de rajouter du téléphone, quitte à diminuer la taille de l'échantillon monomode. Enfin, les choses sont encore en débat, mais on n'a pas de justement, les recommandations qu'on fait, ce serait potentiellement plutôt d'essayer d'avoir, pas forcément faire des échantillons monomode internet énormes, aussi élevés que 100 000 ou 200 000, ce qui pourrait être fait, parce que c'est pas très coûteux, mais d'essayer de peut-être plus faire porter l'effort sur la collecte pour, quitte à avoir un échantillon, on va dire complémentaire, monomode ou multimode sans face à face, plus faible, mais avec un meilleur taux de réponse. Voilà. En fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est donc Stéphane Loglet, NSAI. La première, c'est la comparabilité de l'échantillon monomode Internet et de l'échantillon, de la partie répondante Internet de l'échantillon multimode dans l'ENL.
Parce que en général, quand on fait du multimode, on veut que ça aille quand même relativement vite. Donc, moi, je me demande si on peut vraiment. Enfin, je voulais savoir en fait si les deux étaient comparables en termes de temps laissé aux enquêtés pour répondre, et si les sollicitations sont les mêmes, et si le taux de réponse, enfin, si on peut estimer ça, était comparable en fait. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut. Alors, les travaux sur lesquels on peut s'appuyer pour choisir un mode de correction de la non-réponse. En fait, on approche le problème avec des simulations. Donc, ça semble de bonne loi pour traiter le problème dans sa généralité. Mais est-ce qu'on a des idées de savoir comment simuler des données pour approcher le cas d'enquête qu'on doit traiter et pour savoir dans quelle situation probable on se situe pour choisir le meilleur mode de correction? Oui, donc moi je vais répondre à la première question sur du coup le protocole du low monomode et du low multimode. Donc c'était exactement le même. Les collègues se sont passés vraiment au même moment, de manière complètement conjointe. Les courriers étaient les mêmes et du coup les taux de réponse à chacune des séquences sont les mêmes, à quelques points près qui sont liés à des retards de courrier pour le low monomode, mais voilà. Sinon, on est quasiment dans le même cas, ouais. Pour la deuxième question, effectivement, donc là, on a fait des données simulées, sorties un peu du chapeau, quoi, mais je sais que Khaled aurait trouvé intéressant, et enfin, le fera peut-être l'an prochain, de constituer des données synthétiques en s'appuyant sur, enfin, qui reproduiraient les distributions des variables, etc., de l'enquête logement, par exemple, pour pouvoir faire des travaux sur données simulées qui collent plus à la réalité de ce qu'on a sur le terrain que des lois normales ou des lois logistiques, enfin des choses comme ça, quoi. Donc effectivement, ça n'a pas été fait, mais ce serait bien de le faire un jour. Voilà. Donc. J'en avais une pour Aurélien. En fait, donc on a vu avec les résultats de Flore qu'on avait des méthodes qui semblaient donner des résultats complètement similaires, et une des explications était le taux de participation très élevé dans le multimode. Et donc, il me semble, si j'étais assez réveillé, que tu as évoqué que tu avais fait des simulations avec des taux de participation qui étaient un petit peu différents, plus faibles. Donc, est-ce que tu pourrais juste, très succinctement, nous évoquer les performances relatives lorsque les taux de participation diminuent, lorsqu'on n'est pas dans les 77% qu'évoquait Flore, mais sur des taux de multimode qui seraient sans doute éventuellement potentiellement plus bas? Alors effectivement, quand on a fait des simulations où les taux de réponse étaient un peu plus faibles, une différence, c'était que les coefficients de variation qu'on obtenait, que j'ai pas trop eu le temps de détailler dans ma présentation, étaient un peu plus élevés, conformément à ce à quoi on pouvait s'attendre du fait des taux de réponse plus faibles. Et après, pour ce qui est des biais, en fait, le biais dépendait surtout de à quel point à chaque fois on mettait de l'endogénéité, les coefficients qui codaient l'endogénéité étaient importants dans chacun des deux modes. Donc c'était pas si dépendant du taux de réponse que ça, mais donc dans la réalité, il faudrait plutôt voir voilà, les cas, on va dire, où on a des taux de réponse élevés. Peut-être c'est plus logique de les modéliser par des faibles endogénéités dans la non-réponse. Et inversement, quand le taux de réponse est plus faible, c'est là où potentiellement il y a plus de chances d'avoir plus d'endogénéité dans la non-réponse. Après, si par exemple on mettait des taux de réponse faibles, mais une endogénéité globalement quasi nulle, finalement on était aussi quasi sans biais. Donc ça variait pas trop selon le taux de réponse. Mais disons que c'est plus voilà, les coefficients de variation qui changeaient, et puis voilà, à quel point les hypothèses étaient vraisemblables. Ok, merci beaucoup. Ça me rassure qu'on parle toujours de non-réponse non ignorables et que ce ne soit pas forcément une question de taux de participation qui soit dans l'affaire. Mais
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Je ne sais pas s'il y a des questions en Zoom de prévues dans ces sessions. Peut-être juste... Non, vas-y. Peut-être juste une question qui fera peut-être le lien entre les questions de Simon et de Stéphane. Enfin, du coup, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que ce serait pas intéressant de regarder sur le NL ce que ça donne en rajoutant les répondants téléphone face à face au fur et à mesure jusqu'à la fin de la collecte, parce que je pense qu'on a la date de réponse, et notamment en enlevant les répondants face à face. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant de regarder si les méthodes additives notamment, donc, qui ne sont pas intéressantes à la fin, le sont quand il y a des taux de réponse plus faibles, mais vraiment sur données du coup réelles et pas sur données simulées, en coupant la collecte. Si on avait dit on coupe la collecte 1 mois avant, finalement 2 mois avant, 3 mois avant, qu'est-ce que ça donne en termes d'estimateurs, et si les méthodes alternatives présentent des résultats significatifs, ou au contraire si l'enquête est assez insensible à ce sujet-là. Effectivement, ça pourrait sans doute être très intéressant. Donc là, je laisserai Alexandre mettre ça au programme de travail de la division sondage pour 2026. Alors, une question au Zoom qui demande sur l'estimation du montant des escroqueries, pourquoi ne pas considérer la base administrative comme le seul proxy du montant réel, puisque les gros montants escroqués vont faire l'objet d'une plainte, et au contraire, les petits montants qui ne se feraient pas l'objet d'une plainte, eux, pèsent peu dans le total. Donc au final, ils comptent peut-être pour les quantiles, médianes et tout, mais pas pour le total. Alors, c'est une très bonne question. Les petits montants pèsent peu individuellement, mais ils pèsent beaucoup au total. Je suis passé trop vite sur cette courbe, mais donc en gras, c'est vous avez le total, et la petite courbe parallèle, c'est le montant déclaré. Donc même si les petits montants sont petits, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, la somme des petits montants, c'est à peu près les 2/3 du total. Donc les montants non déclarés, c'est les 2/3 du total. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Bonjour, Tanguy Tassin, INSEE NSAI. Donc ma question c'est pour la première présentation, c'est au niveau de l'effet de mesure. Est-ce que sur l'effet de mesure et sur d'autres choses par ailleurs, il a été testé l'efficacité des résultats? Effectivement, sur pas mal de questions-réponses, on peut se dire que l'effet de mesure est absent, mais sur d'autres, vous avez proposé plusieurs estimateurs qui risquent on va dire d'avoir quelques problèmes si on ajoute l'effet de mesure. Est-ce que du coup ça a été testé? Alors pour les effets de mesure, effectivement, dans la présentation, j'ai supposé qu'il n'y avait pas d'effet de mesure. Donc s'il y en a, effectivement, ça peut compliquer les choses. Bon, ça, c'est plus les travaux de Simon qui se portent sur les effets de mesure. Mais donc dans mes simulations, effectivement, j'ai supposé qu'il n'y a pas d'effet de mesure différencié selon les modes. Surtout quand tu introduis Y, sur les questions des effets de mesure, parce que tant que tu n'introduis pas les Y, on voit les comparabilités sont difficiles. Écoutez, je vous remercie, on est pile dans les temps.